La colère de la foule qui résonne dans l'ensemble du monde arabe, c'est l'actualité de ce week-end et on en parle avec Cherkaoui Roudani. Bonjour, vous êtes spécialiste du monde arabe. Restez avec nous. On va d'abord commencer par la Libye. 104 morts en moins d'une semaine, c'est le bilan officiel. La Libye, le pays où la répression est la plus sanglante, certains spécialistes parlent déjà d'une guerre civile. Retour sur les derniers événements avec Elena Voloshin. Combien de ces manifestants sont-ils tombés sous le feu nourri des forces de l'ordre ? Mais officiellement, ces massacres n'existent pas. Aucun journaliste ne peut les montrer. Les rares images de la répression sont celles filmées à la dérobée par des anonymes, difficilement déchiffrables. Sur cette vidéo postée sur YouTube, impossible de dire si cette forme qui s'écroule est un homme ou un objet. Mais sur 2 minutes 30, la bande-son ne trompe pas. Ce dimanche à Benghazi, les manifestations se poursuivent. Des milliers de personnes se rassemblent devant le tribunal. Mais à la télévision libyenne, seules sont diffusées ces images, celles de scènes de rue ordinaires. En plateau, les journalistes fustigent les mensonges des médias étrangers. Pourtant, hier déjà ici à Benghazi, des snipers auraient tiré sur une foule de personnes qui rentraient de funérailles, les funérailles de dizaines de victimes des jours précédents. Selon un médecin, quelques 200 cadavres s'entassent dans son hôpital, qui accueille aussi des dizaines de blessés à l'arme de guerre. Une répression telle qu'une 50aine de dignitaires religieux libyens ont adressé un communiqué à l'agence de presse Reuters, dans lequel ils exhortent la police à ne plus tirer sur le peuple. Le roi des rois d'Afrique, Mouammar Kadhafi, lui, s'offre des bains de foule à Tripoli pour montrer que le peuple prête allégeance au guide. Alors, une centaine de morts, ça c'est le bilan officiel. On est bien en dessous, on est d'accord, de la vérité. Je pense que la vérité est plus lourde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts, plus qu'on imagine. Tout simplement parce que nous sommes dans un système politique. Si on accepte qu'il y a un système. Ce matin, nous avons reçu un spécialiste qui nous parlait de plusieurs centaines de morts avec tout un embrasement qui ressemblerait de toute façon à une guerre civile. Déjà, on parle maintenant, la ville de Benghazi, on parle de plus de 400 morts en réalité. Donc, c'est-à-dire que c'est une ville qui est dans le chaos total. D'autant plus que le système politique libyen ne permet pas, c'est un système opaque, ne permet pas de voir la réalité qui est en place. Ce qui fait donc, on peut s'attendre à tout, s'attendre à une guerre civile qui est maintenant, je pense, en train de se mettre en place. Parce qu'on voit des pègres qui viennent de l'étranger, des pègres du système politique Al-Kadhafi qui est en train de massacrer beaucoup de personnes. Al-Kadhafi, c'est un homme, c'est le Jules César arabe. Voilà, c'est quelqu'un qui est un dictateur, qu'il ne faut pas dire, qu'il a un livre vert, qui est une sorte de courant. Voilà, il faut pas le discuter, il ne faut pas parler. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de structure politique. Il y a des comités populaires, donc avec des intellectuels pédants dans le système et qui gèrent les affaires de l'État. Alors, il y a le fils de Kadhafi qui joue un rôle de médiateur dans le pays. Est-ce que lui peut calmer cette colère ? Écoutez, le fils de Kadhafi, je ne pense pas qu'il va calmer la situation parce que tout un système maintenant qui est mis en cause, qui était mis en cause. Le système Kadhafi, c'est sa famille aussi. Donc sa fille qui a une mainmise forte sur l'échiquier politique, son fils aussi qui a une mainmise aussi très forte sur l'échiquier économique et politique. Et les gens le savent, les Libyens le savent très bien. Pour faire changer le régime, il faut changer toutes les têtes du régime, y compris son fils. Et le système de Kadhafi pourrait s'écrouler après plus de 42 ans de règne. Par exemple, quand vous le voyez lui-même descendre dans la rue, quel effet ça vous fait ? C'est ce que j'appelle la procrastination. C'est un système où il y a une sorte d'hypocrisie, de flatterie. C'est un système où on se moque des gens. Donc il y a une population qui revendique le départ de Kadhafi, un régime qui pendant 42 ans n'arrive pas de s'ébranler, n'arrive pas de faire quelque chose pour ce pays qui a un excédent budgétaire qui dépasse les 60 milliards de dollars, avec une population qui s'enlise dans une crise sociale profonde, avec une économie non structurée, une économie qui est très très faible. Il n'y a pas d'économie de marché, il y a l'arbitraire en Libye. Alors, la situation au Yémen maintenant, plusieurs centaines d'étudiants yéménites ont manifesté aujourd'hui devant le campus de l'université de Sanaa. Les étudiants ont scandé des slogans contre le régime du président Ali Abdallah Saleh. Il est au pouvoir depuis plus de 32 ans. Là aussi, la répression a été sanglante. On peut faire un parallèle ou non avec la Libye ?
Écoutez, le monde arabe aujourd'hui, c'est la même chose. Le monde arabe, ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, donc il faut s'attendre à ce qui se... Il y a un effet domino, contrairement à ce que disait par exemple tout à l'heure le ministre algérien des Affaires étrangères. Tout à fait, il y a une universalisation de la démocratie aujourd'hui. Donc un monde qui est ouvert avec des jeunes qui vivent avec la célérité électronique, avec Facebook, avec Twitter. Il n'accepte plus maintenant une sorte d'autocratie pluraliste qui a une mainmise sur les affaires de l'État. Donc les gens demandent et revendiquent leur place, leur dignité. Parce que ces jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une reconnaissance, une dignité. C'est ça ce qui est le moteur de ces manifestations. Alors ceux qui cherchent aussi plus de droits et plus d'égalité, ce sont les chiites du Bahreïn. Le Bahreïn déchiré par les tensions communautaires, donc entre les sunnites qui sont minoritaires mais qui détiennent le pouvoir et les chiites qui manifestent en masse et qui demandent plus d'égalité. Est-ce que là, on peut imaginer qu'un dialogue peut être possible? Le Bahreïn, c'est un pays un petit peu spécial. Le Bahreïn, c'est un pays où il y a déjà, on parle d'un Premier ministre qui perdure pendant 42 ans. Déjà, c'est quelque chose qui est anormal. Donc, on ne respecte pas la normalité démocratique, on ne respecte pas le processus démocratique. Et aussi, il faut le dire, aussi les chiites sont marginalisés dans ce pays-là, et qui constituent la majorité de la population. Moi, je pense, s'il n'y a pas un dialogue, s'il n'y a pas de concession de la part du régime du roi de Bahreïn, il y aura une guerre civile. Ça, on s'attend à une guerre civile au Bahreïn. Alors, le Maroc maintenant qui avait appelé aujourd'hui à une manifestation pacifique. Nous sommes en ligne avec Mathias Chaillot, c'est notre correspondant à Casablanca. Mathias, bonjour. Comment se déroule cette manifestation? Pour le moment, c'est assez calme. Quelques petits groupes d'anti-mouvement du 20 février se sont réunis à Rabat ou Casablanca, mais sans accrochage. Les seuls incidents, pour l'instant, ont été signalés à Marrakech, plusieurs magasins vandalisés, et ce sont les manifestants eux-mêmes qui font la sécurité avec les employés de café, et la police d'ailleurs est sur le point d'intervenir. Mais sinon, globalement, la population sort dans les rues, à Casablanca ou Rabat, beaucoup de curieux, et même de nombreuses familles d'ailleurs qui, face au Parlement, font leur promenade dominicale dans le parc. Alors, difficile d'avoir un décompte exact pour le moment, aucun chiffre officiel encore. Mais la manifestation commence à faiblir. Déjà, il serait 10 000 environ à Rabat. Le pic a été atteint. Et il y a quelques minutes, il est chanté devant le Parlement en demandant sa dissolution. Et puis entre 500 et 3 000 personnes dans la plupart des autres villes du pays comme Casablanca. Alors du côté des revendications, elles sont très variées. Ils demandent avant tout des réformes politiques et constitutionnelles avec une meilleure répartition et une meilleure séparation des pouvoirs, que le roi règne, que le gouvernement gouverne. C'est ce qu'on a pu entendre par exemple à Rabat. En clair, une vraie monarchie parlementaire. Le Premier ministre aussi est souvent visé, mais il y a évidemment beaucoup de demandes sociales sur le logement, l'éducation, l'emploi. Et à Tanger, par exemple, les manifestants sont principalement réunis pour une même cause, l'eau et l'électricité qu'ils jugent trop cher. Un mouvement donc très large, très disparate, qui pourrait se résumer avec ces trois mots qu'on a vus sur beaucoup de pancartes ce matin: dignité, réforme et liberté. Merci beaucoup Mathias Chaillot, merci pour toutes ces précisions. Alors très vite, Cherkaoui Roudani, ce qu'on vient d'entendre là, quand on entend que les manifestants demandent que le gouvernement gouverne davantage, c'est possible ou pas? Le Maroc, c'est un pays un petit peu très différent par rapport à ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc le Maroc, il y a une unanimité sur le chef de l'État qui est le roi Mohamed VI, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est des revendications plutôt sociales et des revendications qu'on a vues par exemple dans les villes comme Sidi Ifni, comme les villes de Sofro, comme les villes de Laayoune, où il y avait des revendications sociales. Aujourd'hui, maintenant, le gouvernement marocain, il faut le dire, est plein de cadavres politiques. C'est-à-dire des gens qui n'arrivent pas de passer le témoin, des gens qui n'arrivent pas de comprendre les enjeux de cette jeunesse-là qui revendique une place. Et comme je viens de dire, ces jeunes-là cherchent une reconnaissance, une dignité. Donc il faut maintenant essayer de comprendre et de concevoir un champ politique correct en essayant de créer une reconfiguration de champ politique marocain à travers la mise en place des pôles politiques. Alors une dernière question très rapidement, le rôle de la communauté internationale, quel peut-il être dans les prochaines semaines à venir? Quel doit-il être? Par exemple, ce qui se passe en Libye, sincèrement, je déplore le silence et le mutisme de la France et des États-Unis. Ils ont un rôle à jouer, il faut qu'ils endossent cette responsabilité de faire bouger les choses et de faire avancer les choses. C'est inacceptable de voir un régime dictateur à ce qui se passe au Yémen ou bien à le régime libyen en train de massacrer des centaines de personnes.
Merci beaucoup, Cherkaoui Roudani, pour toutes ces informations et surtout sur cet éclairage sur l'ensemble du monde arabe qui est donc en colère, très en colère et qui s'embrase depuis plusieurs semaines. Le reste de l'actualité.